C'est un redoutable honneur pour moi d'avoir été placé hier par la confiance unanime des représentants de la nation à la tête de l'État sénégalais. Et vous savez, ce sont tous des femmes et des hommes de talent. Je le crois, l'Afrique peut avoir son destin en main. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire. Nous sommes un pays apaisé, un pays qui n'a pas une tradition de violence, un pays connu mondialement pour son climat fait de stabilité, de fraternité, de convivialité. Bienvenue dans ce nouvel épisode, merci d'être là, parlons-en. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette partie 2 où on va parler de quelle voie suivre pour le développement du Sénégal. Donc on était sur le point des infrastructures. Donc dans cette partie 2, on va développer l'introduction qu'on a déjà faite vis-à-vis de la partie 1. Donc on voit qu'au Sénégal, on en est encore au niveau où on est en train de construire ce qui sera la base du développement du pays. Voilà pourquoi on a encore la chance de pouvoir bâtir des infrastructures qui pourront supporter la structure qui va se poser quand je parle de structure, en fait, je veux bien évidemment parler de l'économie, du développement, de la gestion de l'environnement. Donc c'est dès maintenant, en fait, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire au Sénégal, c'est maintenant qu'il faut investir et préparer les infrastructures pour le futur. Vous avez vu, je fais des rimes, hein. Infrastructure, futur, bref. La blague était drôle, j'arrête. Il y a des infrastructures de base, en fait, qui sont nécessaires pour soutenir la croissance d'une région et à plus grande échelle, la croissance d'un pays. Il s'agit d'infrastructures dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité, police, justice, de la défense, je parle du point de vue militaire, de l'assainissement, recyclage des eaux usées, gestion des déchets, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, l'accès à Internet. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un siècle où Internet est devenu essentiel. C'est la base de presque tout en termes d'information, de gestion, quoi que ce soit. Internet est devenu essentiel. Infrastructure de transport, que ce soit au niveau routier, ferroviaire, maritime et aérien. En termes d'urbanisme, pour la gestion et l'expansion des villes, et ainsi que la chaîne d'approvisionnement pour la nourriture. Donc, je vais prendre un premier cas que je vais étudier. Parlons de la santé. C'est le seul à peu près que je vais étudier. Les autres, je vais juste détailler rapidement parce que justement, c'est une question de temps dans le podcast. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir plus d'infos par rapport aux autres domaines et aux autres secteurs de ces infrastructures-là, dites-moi. Si jamais ça ne vous a pas suffi, je ferai un dossier spécial par rapport à ça et je posterai l'information en ligne. Donc, revenons au niveau de la santé. Si on prend les pays dans le top 10 qui ont la meilleure espérance de vie et qu'ensuite on divise le nombre de lits par habitant pour 1000 dans ces 10 pays, on obtient une moyenne de ce que l'on devrait viser au Sénégal en termes de capacité. Que ce soit intensif, que ce soit des capacités en termes de lits pour soins intensifs, ou autre, il faut qu'on puisse atteindre cette moyenne-là à peu près. Donc je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais c'est justement pour dire que c'est un objectif, un but qu'on doit se fixer, et ce serait intéressant de pouvoir justement avoir cette capacité-là dans le domaine sanitaire. Donc dans le top 10 des pays qui ont la meilleure espérance de vie, on a Monaco avec 89 ans, on a le Japon avec 86 ans, Singapour 85 ans, Macao 84 ans, Saint-Marin 83 ans, le Canada 83 ans, l'Islande 83 ans, Hong Kong 83 ans, Andorre 83 ans, Israël 82 ans. Donc la moyenne du top 10, l'espérance est de 84 ans à peu près. Regardons maintenant quelle est la capacité de ces 10 pays en termes de lits pour 1000 habitants. Monaco a une capacité de 13,8 lits. Le Japon a une capacité de 13,1 lits. Singapour a la capacité de 2,5 lits pour 1000 habitants. Pour Macao, on n'a pas de données, donc je vais pas le prendre en compte dans le calcul de la moyenne. Saint-Marin, on a 3,8 lits pour 1000 habitants. Le Canada, on a 2,5 lits pour 1000 habitants. En Islande, on a 3,1 lits pour 1000 habitants. Et à Hong Kong, on a 5,4 lits pour 1000 habitants. Andorre, on a 2,5 lits pour 1000 habitants. Et en Israël, on a 3 lits pour 1000 habitants.
Donc la moyenne se situe à 4,97 lits pour 1000. Donc le Sénégal devrait être en mesure de pouvoir atteindre 4,97 lits pour 1000 habitants au niveau national. Atteindre ce chiffre de 4,97 lits pour 1000 nous ferait passer de la 177e place qu'on occupe actuellement avec 0,3 lits pour 1000 habitants à la 32e place dans le classement mondial. Je sais pas si vous voyez le gap qu'il y a en termes de capacité dans nos hôpitaux. C'est terrible. Et si déjà on voit qu'à Dakar, on est en sous-capacité, imaginez dans les régions les plus éloignées et surtout les régions qui n'ont pas accès à la technologie qui est disponible à Dakar. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc, voici le nombre de personnes vivant dans chacune de nos régions. À Dakar, on a 4 042 225 personnes. À Diourbel, on a 1 980 821 personnes. Tambacounda, 937 182 personnes. Saint-Louis, 1 150 062. Thiès, 2 280 458 personnes. Fatick, 932 629 personnes. Kaffrine, 782 273 personnes. Kaolack, 1 267 14 personnes. Kédougou, 203 723 personnes. Kolda, 875 660 personnes. Louga, 1 121 619 personnes. Matam, 789 219 personnes. Sédhiou, 612 649 personnes. Ziguinchor, 729 951 personnes. Le total de la population pour 2022 est aux alentours de 17 705 035 personnes. Donc, voici le nombre de lits qui devraient être disponibles par région pour pouvoir atteindre un chiffre de 4,97 lits par 1000 habitants au niveau national. Donc ça voudrait dire qu'à Dakar, il nous faudrait 20 090 lits. À Diourbel, 9 845 lits. Tambacounda, 4 658 lits. Saint-Louis, 5 716 lits. Thiès, 11 334 lits. Fatick, 4 637 lits. Kaffrine, 3 888 lits. Kaolack, 6 297 lits. Kédougou, 1013 lits. Kolda, 4 352 lits. Louga, 5 575 lits. Matam, 3922 lits. Sédhiou, 3045 lits. Ziguinchor, 3628 lits. J'ai arrondi chaque résultat. Du coup, on se retrouve à un total de 88 000 lits nécessaires pour le Sénégal afin de remplir et d'atteindre la moyenne de 4,97 lits pour 1000 habitants au niveau national. Donc, pour pouvoir permettre aux gens de quantifier et de se faire une idée, d'avoir une représentation, l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye offre une capacité de 300 lits extensible à 500 lits. On va donc prendre la capacité maximale pour pouvoir voir combien d'hôpitaux similaires sont nécessaires par région pour élever la moyenne nationale à 4,97 lits pour 1000 habitants. À Dakar, il faudrait 40 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. À Diourbel, il faudrait 20 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Tambacounda devrait avoir 9 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Saint-Louis, 11 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Thiès, 22 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Fatick, 9 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Kaffrine, 8 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Kaolack, 13 hôpitaux de la même capacité. Kédougou, 2 hôpitaux de la même capacité. Kolda, 8 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Louga, 11 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Matam, 8 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Sédhiou, 6 hôpitaux de la capacité de Dalal Jamm. Ziguinchor, 7 hôpitaux de la même capacité. Ceci résume à peu près quel devrait être notre objectif à l'échelle nationale en termes d'infrastructure sanitaire. Mais non seulement l'infrastructure doit être développée, mais il faut aussi que le personnel soit formé et mis dans les conditions de pouvoir performer. Cela passe par un cadre de travail sain, mais aussi par l'acquisition de matériel et d'équipement également. Parce que tu peux pas juste mettre le bâtiment, ne pas mettre l'équipement qui va avec, ne pas former le personnel et surtout ne pas mettre le personnel dans les conditions de travail adéquates pour pouvoir remplir ça. Et quand je dis hôpitaux, ce n'est pas juste du public, mais c'est un mélange de public, privé et de spécialisé. Il faut que le mélange de tout ça soit capable d'offrir cette capacité en termes de lits pour pouvoir relever en fait l'offre de lits pour les populations. Et on se rend compte que cela aiderait énormément à atteindre les objectifs du développement durable qui ont été fixés
pour les années 2030. En ce qui concerne l'éducation, il faudrait que chaque région puisse avoir suffisamment de préscolaires, de primaires, de maternelles, de secondaires, de lycées et d'écoles supérieures pour pouvoir former la jeunesse qui sera l'élite de demain. Pour ce faire, on suit le même mode de pensée que pour les hôpitaux. Il faut évaluer la population comprise entre 3 et 25 ans, donc du préscolaire jusqu'aux études supérieures, et voir combien d'établissements sont nécessaires. Et surtout, prévoir le futur, prévoir les développements et la croissance de la population future, afin qu'il soit intéressant pour chaque famille, en fait, dans chaque région, de se dire, j'ai pas besoin d'envoyer mon enfant à Dakar. Il y a les infrastructures d'éducation nécessaires ici présentes. C'est quelque chose qu'on observe qui est en train de se faire de façon très timide actuellement, notamment avec le déplacement de certaines activités de Dakar à Diamniadio, même si c'est encore très peu. Mais il faudrait une stratégie, en fait, qui englobe l'entièreté du territoire national pour que cela puisse être efficace, afin que les régions puissent développer en même temps et ne pas avoir des disparités de développement qui vont faire que les gens vont se déplacer d'une région à une autre et ainsi dépeupler certaines régions, alors que ces régions-là peuvent être justement des nids qui peuvent permettre de développer des talents, divers talents actuels. Donc cela va aussi demander de former suffisamment de professeurs et d'enseignants, mais il va aussi falloir s'assurer de la qualité de l'enseignement afin que les formations puissent être compétitives. Il faut également penser au coût du cursus scolaire afin de pouvoir le rendre accessible et offrir une chance à tous. L'éducation ne comprend pas que cette voie. Il faut aussi penser à pouvoir offrir des formations aux jeunes qui n'auront pas su s'inclure et s'épanouir dans le cursus scolaire, et cela à l'échelle régionale et nationale. Il est nécessaire de résoudre les conflits entre citoyens et de protéger ces derniers afin de les rassurer. Et c'est là où la justice, dans les différentes régions du Sénégal et au Sénégal en général, se doit en fait, autant que faire se peut, être indépendante et impartiale afin d'offrir à chaque citoyen le même traitement, sans discrimination quelconque. Il faut également la présence de forces de l'ordre, police, gendarmerie, pompiers et militaires, que j'aimerais saluer au passage et remercier, parce qu'ils sont en première ligne pour veiller sur nous. L'exercice de leurs fonctions n'est pas simple et parfois leurs conditions de travail peuvent être difficiles et leur salaire pas du tout adéquat. Chaque région devrait être en mesure de posséder une force de police, de gendarmerie, de pompiers et militaires afin de pouvoir être des centres de veille disséminés sur le territoire. Bien évidemment, tout cela serait coordonné au niveau national. Nos régions frontalières avec d'autres pays, malgré la paix, devraient être les plus fortifiées. Que Dieu garde le Sénégal, en tout cas en paix, c'est tout ce qu'on demande. C'est vraiment la prière que j'ai pour le pays. Pour pouvoir s'assurer du développement régional, il faut aussi pouvoir permettre l'accès à l'eau, l'électricité et Internet, afin de pouvoir stimuler justement le développement régional et l'entretenir sur le long terme. Il faut que l'utilisation de l'espace soit bien établie et prévue par l'urbanisme. Je parle là du cadastre et ainsi de suite, afin de pouvoir poser des bases solides et éviter de construire à perte. Quand je dis construire à perte, c'est-à-dire aujourd'hui on construit tel ouvrage, on se rend compte dans 5 ans qu'il fallait pas le construire, on détruit cet ouvrage pour pouvoir construire un autre ouvrage. Et 5 ans plus tard, on rebelote encore la même chose. Donc, on perd de l'argent à faire ça. Il faut que les prévisions soient faites correctement. Et si jamais la prévision a été faite, il faut essayer de trouver des solutions alternatives au lieu de détruire. Ce serait vraiment l'avantage parce que c'est de l'argent qu'on perd au fil du temps en fait. Et très souvent, on dit qu'il vaut mieux mesurer 2 fois et couper 1 fois plutôt que de faire l'inverse. Il faut donc penser également pour chaque région à son réseau d'habitation, son réseau de transport routier, maritime, ferroviaire et aérien. Et garder en tête que la croissance va continuer. Donc il va falloir travailler dans le présent en gardant en tête le futur. Il faudra aussi prendre en compte que tout ça va engendrer des déchets, comme les eaux usées, les poubelles. Il faudra donc penser au waste management, la gestion des déchets. Il faut pour cela un réseau de gestion de ces mêmes déchets qui soit continuellement développé et entretenu pour permettre d'absorber la croissance des populations dans ces différentes régions-là. Quand je parle de croissance, je parle non seulement de la croissance de la population, mais aussi la croissance des flux de déchets, justement qui sera engendré par le développement dans ces différentes régions-là. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, il faut nourrir ces régions. Il va falloir penser à développer des programmes d'autosuffisance alimentaire régionaux selon la possibilité et voir comment faire travailler les régions main dans la main afin de pouvoir créer une chaîne d'approvisionnement en nourriture qui assurera à tous de manger et boire en produisant le plus important localement plutôt que de l'importer.
Il ne faut pas penser que je dis par là qu'il faut que chaque région produise elle-même sa nourriture. Non. Il y aura des régions spécialisées dans certaines productions et d'autres régions spécialisées dans d'autres types de productions. Le but, comme je disais plus tôt, c'est qu'il y ait une chaîne d'approvisionnement qui puisse être créée et qui utilise les ressources de tout le pays afin de pouvoir rendre le pays autosuffisant. Alors, ceci conclut la partie 2 de notre thème sur quel plan suivre pour le développement du Sénégal, les infrastructures. Si vous avez aimé, je vous invite à aimer cet épisode, à commenter, et si vous laissez un avis sur les podcasts, je vous demande de bien nous noter. Si vous avez vraiment apprécié 5 étoiles, ce serait parfait. Si vous le faites pas, mettez le nombre d'étoiles que vous pensez qu'il est nécessaire. Laissez-nous des commentaires pour nous dire comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut apporter plus de plus-value, si ça se dit, au podcast et à l'émission. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Si vous voulez nous faire découvrir à d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vois les statistiques sur YouTube. 40% d'entre vous là, vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous. Et on passera encore plus de temps ensemble à développer des sujets et à partager sur pas mal de choses. Merci de votre attention. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce sujet. Et l'on parlera des portes couvrent l'établissement d'une bonne infrastructure au niveau national dans la partie 3. Bye bye. Merci à vous d'avoir été là. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes YouTube, Deezer, Spotify. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous.